Merci d'être venu. Merci pour les enseignements. Et c'était vraiment riche. Alors nous allons, sur base de ces situations que nous avons mises en scène, discuter et poser quelques questions auxquelles tu pourras répondre. Et si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main pour poser votre question. Et vous qui nous suivez sur Internet également, vous pouvez poser vos questions et nous allons essayer d'y répondre. Alors ma première question, au vu de ces mises en scène, mise en situation, comment accompagner son adolescent dans cette période où il commence à se définir et à faire ses propres choix? Parce que, bon, en tant que parent, il faut qu'on l'aide à devenir un adulte responsable, mais en même temps, il est jeune, il n'a pas la maturité. Donc, comment faire pour l'accompagner dans cette période un peu difficile où il commence à faire ses propres choix? Alors, la question est pertinente. Elle peut être difficile à répondre parce que j'ai pas d'ado à la maison, hein. Donc, je pense que après le retour d'expérience que j'ai eu de différents parents et d'adolescents, ce que je me dis, c'est qu'il y a deux clés qui peuvent aider là-dessus. La première, c'est que, en fait, parfois en tant que parent, prendre le temps d'être à l'écoute de l'enfant. Clairement, d'être à l'écoute de ce qu'il veut, de ce qu'il aime. Même quand une personne te dit qu'elle ne veut rien et qu'elle n'aime rien, c'est pas vrai. C'est que là, faut le savoir l'interpréter comme quoi elle n'a pas envie d'en parler maintenant. Mais c'est pas dire qu'elle est intéressée par rien du tout. C'est vrai ou ouais. Juste flemme de parler. On en parlera plus tard. Il faut juste comprendre ça que des fois, bah, la personne qui est en face de vous, même si c'est votre enfant, c'est une personne à part entière, elle ne sera pas toujours disposée à parler et à s'ouvrir. D'accord? Et ce ne sera pas toujours ces canaux-là, en fait, de s'asseoir pour parler qui feront que. Des fois, c'est juste avoir une approche différente, que ce soit sur un terrain qu'ils aiment ou que ce soit sur simplement vous intéresser à ce qui les intéresse, pour de vrai. Et pas juste faire prétexte, parce que, croyez-moi, les adolescents ne sont pas fous, ils ont le flair, ils sentent quand tu t'intéresses, c'est que c'est un prétexte et que voilà, tu veux essayer d'entraîner la discussion, ils savent très bien. Par contre, si tu t'intéresses vraiment à ceux qui suscitent leur intérêt, à ce moment-là, il y a une possibilité de connexion. Et donc l'autre chose, c'est de savoir, quand je disais être à l'écoute, c'est ça, c'est être à l'écoute de son adolescent et aussi prendre le temps de le rejoindre en fait sur son terrain et dire ok soit on en parle ou sinon des fois prendre son rôle de parent et dire en fait t'es mon enfant et donc je suis là pour t'offrir des choses. Et des fois j'ai lu un conseil qui m'a beaucoup aidé pendant la grossesse de ma femme. Euh, C'était un post sur Instagram qui disait une femme enceinte, elle ne vous demandera jamais de l'aide. Il faut que vous lui imposiez votre bienveillance. Donc faites des choses pour elle en fait. N'attendez pas qu'elle vous le demande. Et un adolescent pour moi c'est pareil. Il est dans un état où il y a plein de trucs qui se passent, qui se pose des questions. Des fois il s'en pose pas du tout. Il a juste pas envie qu'on lui prenne la tête. À ce moment-là, il faut poser des actes en fait qui vont susciter des choses. Des fois ça marchera pas. Des fois ça fonctionnera pas. Mais il faut pas se décourager. Il faut créer et en fait votre enfant verra que vous êtes en train d'être dans la volonté de créer du lien avec lui. Et il ne sera jamais insensible à ça. Même s'il ne le manifeste pas ouvertement comme ça, il sera jamais insensible. Il l'aura toujours dans un coin de la tête. Merci beaucoup. Donc, les ados ont besoin de notre aide. C'est ce que je retiens. Deuxième question, c'est, il y a un moment où on a l'impression que les parents ne comprennent plus leurs enfants. On dirait qu'on ne parle plus le même langage. Et comment appréhender cette période? Parce que, et surtout dans cette ère du digital, d'Internet et tout, les parents peuvent être vraiment dépassés et on ne parle plus vraiment le même langage. Donc, comment appréhender cette période de l'adolescence? Pour moi, quand je regarde, comme je disais tout à l'heure, c'est que les adolescents de cette génération sont des adolescents qui sont nés dans une sphère où l'information est complètement disponible et ils sont sollicités de toutes parts. C'est pas qu'ils doivent allumer la télé pour avoir des publicités, c'est même dans leur téléphone que tout le monde en fait attire leur attention. Et le principe même des réseaux sociaux, c'est de capter l'attention en fait des personnes au maximum. Et donc, la chose est que parfois, en fait, votre adolescent ne saura pas en fait vous expliquer les choses ou vous dire les choses telles qu'il les voit, telles qu'il les ressent, etc. Vous comprendrez pas forcément son langage. Mais si vous voulez comprendre davantage son langage, allez à la source. Et la source, ce sera pas votre enfant.
Ce sera le contenu qu'il consulte. Ce sera les choses sur lesquelles il va, les sites sur lesquels il va, les sujets auxquels il s'intéresse. Donc, c'est pas toujours l'enfant qui va vous expliquer comment le comprendre. Moi, je le vois, hein, enfin, la plupart du temps, et on le voit aussi dans les séries, il suffit que le parent se lâche un petit peu, qu'il montre qu'il est un peu relax, qu'il n'est pas toujours strict, uniquement éducateur, que des fois, bah, l'enfant le voit différemment et le lien, en fait, est restauré. Et donc, des fois, c'est juste des choses comme ça. Il y a une différence de langage, cette différence de langage, elle est normale. Bah, à nous, parents, de comprendre que, bah, ok, il y a des codes à respecter, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de parler. S'il vous plaît, les parents, n'essayez pas de parler comme vos adolescents, parce ça va être très bizarre. Wesh. Ouais, non, mais grave, ça fait très bizarre. Très, très, très bizarre. Et même votre enfant va vous regarder en bizarre, parce que vous n'êtes pas censé faire ça. En fait, il se dit, toi, tu es adulte, tu n'es pas censé parler comme ça. Et donc, ça vous aidera pas à faire plus de liens avec. Par contre, si votre adolescent se rend compte qu'en fait, oui, vous êtes quelqu'un qui est là pour l'éduquer, mais en même temps, vous savez que vous avez conscience en fait qu'il a des besoins, qu'il a des envies, des désirs, des passions, des choses qui l'intéressent, vous le respectez en tant qu'individu, ça il vous le rendra. Amen. Alors jusqu'ici, est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas à rebondir, à poser vos questions. Les ados, si vous avez des questions concernant vos parents aussi, vous ne comprenez pas vos parents, bah, posez des questions et on va essayer d'y répondre. Alors, comment restaurer le dialogue ou le lien qui a été rompu avec son ado? Comment est-ce que voilà, un parent peut essayer de faire pour restaurer le lien? Tu as dit, n'essayez pas de dire des wesh et tout ça, ça va pas marcher. Mais comment concrètement ils peuvent C'est pas essayer de crédible. restaurer? Un parent qui vient voir son enfant, oh wesh, C'est pas crédible. oh wesh ma poteau. Bon, l'enfant il va te regarder, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Arrête, c'est gênant. Voilà, c'est gênant. Faut pas faire ça. Non, ce à quoi je pense, c'est quoi? C'est comme je vois plus ce phénomène parmi les frères et sœurs. Il y a des moments où, entre frères et sœurs, on ne se parle pas trop souvent. On a plus la facilité de parler à ses amis, à ses potes, qu'avec ses frères et sœurs. Tu vois. Et des fois, on ne supporte plus. Ma sœur, je ne peux pas la voir. Déjà, vraiment. Et en fait, tu verras que très souvent, c'est qu'il y a des non-dits qui ont été accumulés. Plein de situations comme ça, vous n'avez jamais pris le temps de régler, de savoir qui veut quoi, qui fait quoi, qui pense quoi, qui se sont accumulés. Et ça crée en fait un gap entre vous. Et plein de silences comme ça vont créer en fait finalement une distance. Et en fait, ce qui va souvent restaurer ça, c'est les grosses discussions de mise au point. On fait la mise au point. On se dit les choses. Ça, je le vois des fois, repas de famille, elle dit ouais, tu te souviens la dernière fois là, ouais, tu m'avais tapé, ouais, j'ai pas compris pourquoi tu m'avais tapé. Là, quand tu commences à expliquer, ouais, mais moi je sais pas, j'ai vu ça, en fait, vous commencez à mettre les choses au clair en fait. Et quand vous commencez à mettre les choses au clair, vous vous rendez compte que, oh, en fait, je pensais qu'elle était bizarre. En fait, non. On est pareil, tu vois. Ouais, il y a des différences, mais en vrai, on a grandi ensemble, on se sait. Et finalement, une complicité peut être encore plus forte. Je l'ai vécu moi avec mon frère, avec mon grand frère. On a eu une longue période comme ça, on se parlait plus du tout. Et puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé, on a eu une discussion comme ça à cœur ouvert. On s'est parlé, on s'est dit les choses franchement. Vraiment, on s'est dit les choses franchement, on a parlé français. Et honnêtement, depuis ce jour-là, la complicité, elle est devenue très forte en fait. Et ça a été pareil en fait avec mes parents. Moi, je sais que mon père, c'était pareil pendant une période. Bah, tu sais, une période, t'as pas trop envie de parler avec papa, tu vois. Daron, t'es là. Parce qu'en fait, tu sais qu'en fait, tu peux essayer de t'ouvrir, mais si tu t'oublies, il va vite te rappeler que tu t'es oublié, tu vois. Il va vite te rappeler que non, là, tu vois, hein, je suis quand même celui qui t'éduque, tu vois. Et t'as pas envie, tu vois, t'as pas envie de te retrouver. Et t'as surtout pas envie, parce que ça arrive souvent, ça, quand on parle avec les parents, on a l'impression que, tu sais, tu vois, dans les films américains, quand on t'arrête, te dit vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz peut être retenu contre vous. Tu vois, voilà, c'est ça. Avec les parents, on a vraiment l'impression que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait peut être retenu contre nous. Ça va nous revenir dessus à un moment ou à un autre. On n'est pas tranquille. C'est un juge d'instruction, le daron. C'est incroyable. Mais justement, sauf que quand si ton enfant a l'impression que tu es dans cette posture constante de jugement où tu vas le ramener au tribunal, il va s'éloigner de plus en plus. Le mot dialogue, on dit comment rétablir le dialogue. Le mot dialogue, si on prend le temps de le décortiquer, au niveau de l'étymologie, on le découpe en deux. Il y a le mot dia et logos, ça vient du grec. Dia qui veut dire à travers et logos qui veut dire parole. Donc en gros, le mot dialogue, ça renvoie
au fait de se laisser traverser par la parole de l'autre. C'est ça le dialogue. Sauf que tu verras que très souvent, il n'y a pas de dialogue. Le parent et son enfant, c'est un monologue. Tu vois, c'est un discours. C'est pas un dialogue. Et justement, si tu veux rétablir ça, il faut donner de l'espace. Parce que toi, en tant que parent, tu as l'ascendant sur l'enfant. L'enfant ne viendra pas créer l'espace pour créer la discussion. C'est toi, en tant que parent, qui as cette responsabilité de créer l'espace et de lui donner réellement l'espace de s'exprimer. Mais ça, faut s'accrocher. Parce que je peux t'assurer que si l'enfant, ton adolescent, commence à te dire tes quatre vérités, comment ça fait mal. Hein. Ah oui, Là, ça fait très mal. Mais parfois, c'est nécessaire. S'il se rend compte qu'en fait, tu as encaissé ça, sans le rétorquer, sans le juger ou le réprimander par rapport à ça, il se rend compte que, ah ok, en fait, je suis aussi écouté, j'existe, je suis une personne. Tu rétablis quelque chose. Ah, il y a une question. Elia, est-ce que tu peux lui donner le micro, s'il te plaît, pour que les internautes puissent suivre? Ah oui. Voilà. Par exemple, à la maison, genre, il y a mon petit frère qui m'énerve et qui commence à dire des trucs qui sont pas bien. Après, je vais genre dire à papa parce qu'il m'énerve. Et après, quand je vais dire, il dit, mais c'est qui lui a appris? Genre, et c'est là que ça me dérange parce que c'est toujours à moi que ça retombe. Ouais, je sais. Parce que Préciser il dit, qu'il t'es est le l'aîné plus aussi. grand, t'es le L'aîné. plus grand, il faut que tu me montres l'exemple. Alors que je lui ai pas demandé de le dire, c'est Oui. lui. Il devrait porter la responsabilité de ce qu'il a fait et c'est pas à toi de porter à sa place. Et je suis d'accord avec toi, hein. C'est complètement injuste. Et t'es le plus grand, c'est ça? Oui. Ouais, quand t'es l'aîné, c'est très souvent ça. Et des fois, tu vas payer pour des bêtises que t'as jamais faites. Et tu dis, mais oh, c'est pas juste. Pour comprendre ça, je dis pas que c'est une bonne manière de faire. Hein. Je dis pas que les parents ont raison quand ils font ça. Mais je voudrais juste te donner une explication sur leur façon de fonctionner et pourquoi ils agissent comme ça. D'accord? Le truc, c'est que je donne très souvent, c'est un schéma que tu vas retrouver dans les familles africaines. Après, il y a des variantes hein, en fonction des pays, hein, c'est pas toujours la même chose, mais je globalise un peu. Dans une famille africaine, les parents vont très souvent se concentrer sur le premier enfant. D'accord? Parce que c'est le premier, ils vont faire leurs premières armes avec, etc. Mais la logique, c'est que le premier enfant, on lui donne tout, on l'éduque, on est parfois strict avec, etc. Et ensuite, lui, c'est à lui de savoir être le gardien de ses petits frères et sœurs. Tu vois? Dans le sens où, si nous ne sommes pas là, on veut que lui, automatiquement, il se dise que c'est à moi maintenant de m'occuper de mes petits frères et sœurs. Tu vois? Sauf que dans ce cadre-là, bah, tu vas pas juste être le complice de tes frères et sœurs en mode oh, ils ont fait leur bêtise, ils ont fait leur dinguerie, c'est de leur côté. Non, non, ils veulent que dans la tête même de tes petits frères et sœurs, qu'ils se disent que ah, notre grand frère, il est là en fait. C'est-à-dire que, hier, je l'ai clairement dit, hein, tu es un parent adjoint. Enfin, c'est très souvent comme ça que tu le vis, parce qu'on va dire, ah, mais c'est toi le grand frère, pourquoi t'as laissé faire ça? Parce que justement, ils disent qu'en fait, prends cette position en mode, quand tu vois ton petit frère faire quelque chose de mauvais, c'est à toi de lui dire directement. Parce qu'un jour, je peux ne pas être là, et ton petit frère ne peut pas rester à faire une bêtise. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à toi, en tant que grand frère, de prendre ce parti-là. À la période où tu es là actuellement, c'est souvent la période la plus difficile, parce que vous êtes très jeune, tu vois. Du coup, ton petit frère, il te regarde, il dit, mais tu fais même pas une tête de plus que moi. Tu vois, t'as pas la même grosse voix que papa, et au pire des cas, même si tu me tapes, ça fera pas aussi mal que papa. Tu vois, donc il te voit pas toujours au sérieux. Mais au fur et à mesure, en fait, qu'il se rend compte que tu es bienveillant, au fur et à mesure qu'il se rend compte que tu es là pour lui et que tu es complice avec lui, à ce moment-là, en fait, il y a de plus en plus de respect qui s'installe. Et ce rôle-là que tu es censé jouer, il sera un peu plus évident pour toi. Encore une fois, je te dis ça, moi je suis le deuxième hein, d'une longue famille et je l'ai vécu aussi un peu ça. Je ne l'ai pas vécu comme mon grand frère, mais je l'ai aussi vécu d'une certaine manière. Et j'ai toujours trouvé ça injuste. Je me dis, mais attends, mais pourquoi je vais payer pour la bêtise que mon petit frère a fait? En plus, mon père il me dit, mais non, mais c'est toi le grand frère, c'est toi qui devais lui montrer que. Parce que dans la structure de la famille, en tout cas en Afrique, c'est comme ça qu'on le réfléchit. C'est-à-dire que c'est le grand frère qui va être un peu le porte-parole de l'éducation des parents, dire au petit frère, non, rectifie-toi. Ça t'éclaire un peu? Oui, j'ai compris. Si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite Non, pas. c'est Hein. bon. T'es sûr? Alors je suis désolé, hein, ça fait pas justice parce que pour le coup, bah, ça change pas la situation, tu vois. Mais parce que tes parents, malheureusement, changeront pas nécessairement là-dessus.
C'est juste que c'est un rôle qui t'est attribué du fait que tu sois le premier. T'as pas demandé à être le premier, je sais, je suis au courant, ne t'inquiète pas. Mais le truc, c'est que c'est factuel. C'est-à-dire que du fait de ta position, il y a ce rôle-là qui t'est attribué. Après, c'est à toi de l'accepter ou de le refuser. Mais de toi à moi, tu as plus de bénéfices à l'accepter que de le refuser. Si tu l'acceptes, ce sera... Aujourd'hui, tu le vis peut-être un peu difficilement, mais demain, beaucoup plus tard, dans quelques années, ça te rendra service. Ça te rendra service. Oui. J'ai un de mes... Oh, calme. Ben oui, ils acclament parce que ça va aider beaucoup de gens dans cette situation. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ça dans ma belle famille. Mon beau-frère est l'aîné d'une longue fratrie et très très jeune. Hein, il a dû être responsable de ses frères et sœurs. Mais à l'heure où je te parle, là, il est déjà marié, il a déjà des enfants et tout. Tous ses frères et sœurs, partout où ils sont, hein, il a tout fait pour eux. Il a été présent quand ils ont grandi. Il a même, pour certains, il leur a payé des études. Il a vraiment tout fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de l'un de ses frères et sœurs, c'est lui qui est là. Parce que c'est vrai que toi, en tant qu'aîné de la famille, bah, c'est un peu toi le représentant, tu vois, de la famille. Ça te donne un certain pouvoir, hein, t'inquiète. Je te dis, il y a des avantages après. Mais le truc, c'est que il doit être présent pour chacun d'entre eux. Si un tel se marie, il est là. Si diplômé, il est présent. Des fois, même les parents ne sont même pas là. C'est lui qui est là, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, le retour, c'est quoi? C'est que tous ses frères et sœurs, partout où ils sont, ils pourraient tuer pour leur grand frère. Tu fais un truc à leur grand frère, mais ils te retournent le pays. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'investissement. Le grand frère s'est investi dans ses petits frères et sœurs. Les petits frères et sœurs, ils sont pas fous. Ils savent que ça, c'est lui qui l'a fait, c'est pas papa ou c'est pas maman. Donc ils sont redevables. Ils disent non, en fait, lui, c'est notre grand frère. Alors il était dur, etc. Je dis, là, en ce moment, c'est la période qui est un peu difficile, tu vois. Mais beaucoup plus tard, ça va payer. Vraiment. Donc rassure-toi. Prends sur toi, tu vois. Mais sache que toi, en tant qu'aîné, tu peux faire des remarques. Enfin, tu peux en parler aussi à tes parents. Tu es en position où tu peux en parler. Je te dis, hein, le deuxième, le troisième, le quatrième, ils ne peuvent pas faire ça. Toi, tu peux aller voir tes parents et dire non, écoute, enfin, là-dessus, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça, etc. J'aimerais comprendre. Tes parents prendront le temps de te l'expliquer. Voilà. Merci. D'accord. Waouh. Merci beaucoup. Et justement, les choses se font bien. La question suivante était quels sont les types de comportements que les parents ont qui blessent leurs ados? Donc, peut-être que parfois, ils ne font pas exprès. Ils ont des types de comportements, pour eux c'est tout à fait normal, mais ça blesse leurs enfants. Et quels sont ces types de comportements? Parce que peut-être que des parents qui nous écoutent aujourd'hui vont peut-être prendre conscience que ce qu'ils font n'est pas bien et ça blesse leurs enfants. Pour revenir à la mise en scène de tout à l'heure, la maman qui critique sa fille devant sa copine, qui donne même le secret qu'elle fait pipi au lit à son âge, ça, c'est quelque chose qui peut blesser. Bon, c'était pour faire rire, mais ça peut blesser. Des situations comme ça peut vraiment blesser les ados. Et voilà, quel comportement? La scène de tout à l'heure, elle m'a fait doucement rire, mais c'était, ça a réveillé beaucoup de choses parce que je me dis, j'ai tellement vu ça autour de moi. Des fois, des parents qui ne savent plus comment tenir leurs enfants, tu vois, et du coup, ils essaient d'utiliser la honte en espérant que la honte fera changer l'enfant. C'est complètement faux. Ça ne le fera pas changer. Au contraire, ça va le faire se sentir seul et isolé dans sa situation. Parce que là, tu le vends moins cher, tu le soldes carrément. Hein, et le truc, c'est que je ne vais pas prétendre parler au nom des adolescents parce que ça fait longtemps que je ne suis plus adolescent et il y a peut-être des choses aujourd'hui que je ne capte pas. Je me souviens quand même de la période où j'étais adolescent et j'arrive à revoir des choses que, oui, j'ai pu voir mes parents faire. Par exemple, quand... tu vois, par exemple, un parent qui va te gronder devant tout le monde, parfois te frapper devant tout le monde. C'est une humiliation que tu vis. Tu te dis, mais attends, mais fais ça à huis clos, je sais pas, entre nous, tu vois. Ça, c'est un truc. Et parents, ne vous imaginez même pas que quand vous faites ça, ça fera que l'enfant ne le recommencera plus. C'est pas du tout ça qu'il voit. Là, il est en train de se dire qu'il m'a humilié devant tout le monde. Il a même oublié que j'ai mérité peut-être ma punition. Il se dit, là, mon parent vient de m'humilier devant tout le monde. Il vient de m'humilier en public. Et quand un enfant vit ça, sachez qu'il ne l'oubliera jamais. Il saura qu'il y a un certain niveau de vulnérabilité qui ne se permettra jamais d'avoir devant vous. Parce que vous avez été capable de l'exposer devant tout le monde.
Et il n'oubliera pas. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, achetez-lui les dernières fringues, les derniers trucs, faites-lui plaisir comme vous voulez, essayez même de vous racheter en lui achetant des cadeaux, il n'oubliera pas. Parce qu'il saura qu'à un certain seuil, vous serez capable de le refaire. Alors faites attention à ça. Parce que si vous l'avez fait une fois, ça c'est qu'il y a un truc qui s'est brisé dans votre enfant. Malheureusement, qui sera difficilement rattrapable. Il y a un proverbe, je ne sais plus de quel pays, qui dit l'eau versée ne peut pas être ramassée. Une fois que vous avez versé l'eau, c'est fini, c'est gâté. Donc le truc, c'est éviter d'humilier votre enfant en public, de dévoiler des choses que votre enfant vous a confiées à vous, à d'autres personnes. Parce que si vous la confiez à vous, c'est que tu vois, il a quand même un peu sécurisé. Et vous avez vendu ça dehors. Et ça, c'est une trahison, clairement. Ne pensez pas que parce que vous êtes les parents, vous ne pouvez pas faire de mal à vos enfants. Si, vous pouvez faire du mal à vos enfants. Vous pouvez les blesser, vous pouvez les décevoir, vous pouvez les humilier, vous pouvez les isoler, les enfermer. Donc, ayez conscience de ça. Maintenant, moi je peux parler, là si je pose la question à des adolescents, ils peuvent donner des trucs, mais bon, là les parents sont en train de suivre sur Internet, ça risque d'être risqué. Ça peut être retenu contre vous. Mais vraiment, je pense que, je reste très générique, hein, mais des comportements qui peuvent blesser, déjà prenez conscience que tout ce qui peut blesser un être humain peut blesser votre adolescent, simplement. Ce qui peut vous blesser, vous peut blesser aussi votre enfant. Alors ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à votre enfant, simplement. Même si vous êtes en colère, même si votre enfant vous a poussé à vos limites, vraiment, là c'est trop, j'en peux plus. Ah oui, les paroles aussi. Les paroles que vous prononcez. Les paroles que vous prononcez ont beaucoup plus d'impact que vous l'imaginez. Surtout, tu sais, les moments où maman, elle craque, tu vois, ou papa, il craque, il commence à dire des choses. Moi, je suis d'origine congolaise, hein, et j'ai posé la question à tous mes amis congolais, on a tous entendu le même discours. Un jour, la maman qui est en train de marmonner dans la cuisine, elle est en train de s'énerver. De toute façon, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Ah, c'est pas que les Congolais, ça. Ah, moi, je dis ce que je connais, je ne veux pas me prétendre. Hein. Oh, vraiment, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Ah, vraiment, si c'était à refaire, je n'aurais même pas fait d'enfant. Ton enfant, à côté, il entend ça. Il est en train de se dire, elle regrette que je sois là. Tu penses qu'il va avoir quelle réaction? Blessé. Blessé, il va encore plus s'éloigner de toi. Parce qu'en fait, la personne qui est censée lui apporter la validation, le réconfort, le cadre de sécurité, l'abandonne, là, sur le coup. Parce que tu peux être à la maison et démissionner de ton rôle. Hein. Et l'enfant le sent, ça, que tu démissionnes de ton rôle. Et simplement, tu verras que ce qu'il ne peut pas recevoir chez toi, il va le recevoir à l'extérieur. La validation qu'il n'a pas chez toi, il va la chercher dehors. Donc, soyons prudents là-dessus. Je comprends, être parent, c'est difficile. Il y a des parents qui... les comportements que les parents peuvent avoir. Parents, soigne-toi d'abord. Guéris-toi d'abord. Si tu ne te guéris pas, tu vas blesser. Quelqu'un qui est blessé blesse naturellement. Fais face à tes traumatismes pour de vrai. Je sais que la génération de nos parents, on ne leur a pas posé ça devant les yeux. Donc, ce n'est pas un réflexe. Mais j'interpelle vraiment tout le monde. Je lance un appel sérieux à tous les parents. Si vous êtes parents et que vous avez des enfants devant vous, s'il vous plaît, prenez le temps de vous inspecter intérieurement. Et d'être honnête avec vous-même, de dire, ok, j'ai eu tel traumatisme en fait. Moi, dans mon enfance, j'ai vécu telle chose qui m'a blessé, telle chose qui m'a truc, et c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. N'ayez pas peur d'en parler à vos enfants, n'ayez pas peur d'être transparent en fait. Mais d'abord, guérissez s'il vous plaît. Guérissons parce que on va blesser à un niveau, vous imaginez même pas. Là, je dis ça, là, je vois plein d'enfants qui commencent à réfléchir. Ah ouais, c'est vrai en fait, hein, il a raison. Oui, mais parce que on ne se rend pas compte à quel point les paroles peuvent détruire. Vraiment. Tu es énervé, tu dis à ta fille, mais toi, je ne comprends pas. Et tu commences à l'insulter de tous les noms. T'inquiète pas qu'elle retient tout ce que tu lui as dit. Et elle ne va pas se dire, non, mais elle était en colère, ça compte pas. Ça compte. Parce que ça a imprégné. Quand tu parles de ton enfant à une autre personne, qu'est-ce que tu dis de lui? Oh, il est trop influençable. Tu es en train de dire que ton enfant, c'est un suiveur, quoi. Vraiment, il se laisse faire partout. Et oh, elle, les garçons. Tu te rends compte de ce que tu es en train de te dire de ta fille? Oh, elle et les garçons, quoi? Il y a certains parents, tu as l'impression dès le moment que l'enfant est devenu adolescent, ils sont devenus inspecteurs des travaux finis. Ils viennent que faire constat de ce que leurs enfants sont. Oh, toi, de toute façon, tu es comme ça. Mais c'est toi qui peux le faire changer. C'est toi qui peux lui montrer de l'exemple. Si tu en viens à constater, dire que mais toi, tu es trop comme ça, toi, tu es trop comme ça, pose-toi la question, à quel moment tu as démissionné?
à quel moment tu t'es relâché? À quel moment tu as tourné le regard? Parce que si tu détournes le regard, c'est une autre personne qui va poser son regard sur ton enfant et qui va l'influencer. Pose-toi la question, à quel moment? Je comprends qu'être parent, c'est parfois envahissant, c'est parfois beaucoup de choses. Il y a certains même qui ils sont devenus parents, ils ont été écrasés par leur rôle, hein. Vraiment, tu sens qu'ils ils n'ont plus de vie. Des fois, la maman elle regarde sa fille. Attends, je t'ai donné ma jeunesse. Hein? Quand j'étais jeune, moi, fallait me voir. Hein? J'avais des 06 qui tombaient comme ça. Même mon ombre faisait que les gens... sauf que tu te rends pas compte des fois qu'en parlant comme ça, tu es en train de montrer à ton enfant que tu regrettes qu'il soit là. C'est indirect, c'est implicite, mais c'est là. Et très souvent, ce sont les paroles silencieuses qui tuent les gens qui sont autour de nous. Donc attention à nos actes, attention à nos paroles, attention à notre gestion des situations. Tu vois, ne jamais exposer son enfant à l'extérieur. C'est un être humain comme tout le monde. C'est un être humain comme toi. Toi, de la même manière, tu voudrais qu'on respecte ton intimité, respecte l'intimité de ton enfant. Hein? Intimité? Quelle intimité? Hein? Le loyer, tu ne payes pas. Même quand tu vas aux toilettes, c'est même pas toi qui payes. Ok, mais ton enfant, son intimité ne va pas apparaître du jour au lendemain. Il va la construire dans la maison, dans le cadre que tu lui as donné. Alors, respecte même quand il a un petit espace. Merci beaucoup. Waouh. Et là, pendant que tu parles, je me dis peut-être qu'il y a un parent qui entend ça et qui se rend compte que oui, c'est vrai, quand je suis en colère, je blesse mon enfant, je blesse parce que moi-même, j'ai été blessée. Et quel conseil on pourrait donner à ce parent? Comment concrètement il pourrait guérir de ses blessures? Parce qu'il faut qu'il guérisse pour arrêter de blesser son enfant. Mais il y a des parents qui ont vécu des choses vraiment compliquées, ils ont dû prendre leurs responsabilités très tôt, ils ont été blessés par la vie. Et ce n'est pas leur faute. Et aujourd'hui, ils sont parents. Et comment ils peuvent faire pour guérir étant déjà parents, pardon. Pour C'est moi, une question difficile. Ouais, non, mais oui, mais déjà, j'ai dit tout ça. C'était une question qui m'était posée par rapport à ce que les parents font qui blessent les adolescents. Je me positionne pas en posture de jugement, hein. Je juge pas. Je viens pas apprendre aux parents comment éduquer leurs enfants. Je viens juste faire en sorte qu'ensemble on fasse un constat. Celui que dans notre propre maison, les choses peuvent tourner vraiment très mal, mais c'est pas la faute de l'extérieur. C'est très souvent nous-mêmes qui causons ça. Mais chaque chose a sa cause, hein, bien sûr. Et donc, si on veut pouvoir guérir de ça, il y a différentes pistes. La première des pistes, le réflexe que je donne, c'est Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Prends le temps de dire, Seigneur, sonde-moi. Montre-moi qui je suis. C'est ce que le roi David disait. Sonde-moi, sonde mon cœur. Sonde-moi par ta lampe et montre-moi si je suis dans des bonnes voies ou pas. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Ça, c'est le premier réflexe que je donne. Allez vous exposer à Dieu. Le deuxième que je donne, c'est poser des actes qui vont vous mener vers un processus de guérison intérieure. Certains vont peut-être le vivre comme une insulte, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider. Des fois, lorsque vous allez peut-être consulter, après il faut trouver le bon praticien. Vous allez peut-être consulter un peu de psychologie, un peu d'autres trucs comme ça, ça vous permettra en fait de prendre du recul. Ça vous permettra de voir les choses différemment. Des fois, de faire le deuil de ce qui s'est passé. Des fois, certains ont pris des responsabilités très tôt parce que les parents sont partis tôt. Et donc ça, c'est quelque chose il faut aussi accepter que les choses soient comme ça. Il faut aussi avouer et l'extérioriser, en parler. Et sachez que vos enfants aussi peuvent être une grande aide. Vous savez pourquoi? Imagine-toi, tu as grandi dans un pays, tu as fui ce pays, tu es venu au Luxembourg, tu t'es installé, tu es rentré dans une toute autre réalité. Tu as laissé le cauchemar derrière toi, d'accord? Les enfants que tu fais ici, qui grandissent ici, n'ont pas connu l'histoire que tu as connue. Donc ils ne sont pas marqués dans leur âme comme toi tu as été marqué. Ça veut dire que eux, ce sont des individus tout autres. C'est une autre histoire en fait qui commence devant toi. Ça veut dire que si toi demain tu arrives à te confier à tes enfants et que tu arrives à leur dire des fois des choses que tu as vécues, des choses que clairement qui t'ont marqué, des fois blessé, des choses même qui ne sont pas terminées, tu peux être surpris qu'à un moment donné tes enfants se tournent vers toi et t'aident à guérir. Simplement parce que tu as eu le courage d'être honnête.
j'ai eu le cas avec mon père. Je ne veux pas forcément donner le détail, mais euh, il y avait une chose sur laquelle il a été marqué par un gros événement dans sa vie et il y a des actes qu'il n'a pas eu la force de poser parce que c'était un traumatisme en fait. Et il nous a avoué ça, vraiment le truc, on n'a même pas vu le truc arriver. On était à table avec mes frères et tout, on mangeait et puis il nous lâche un aveu comme ça, on se dit oh mais qu'est-ce qui lui arrive? Et on s'est fait la promesse, on s'est dit bah tu sais quoi papa, bah, on va t'aider à régler cette histoire. Et finalement, ça s'est fait enfin, plusieurs années plus tard, et on l'a aidé en fait dans ce processus parce que ça l'a aidé ensuite à petit se relever. C'est difficile, mais ça aide. Vos enfants peuvent être un point de guérison pour vous. Amen. Amen, amen. Oui, on peut applaudir. On peut applaudir. N'hésitez pas à poser vos questions, à rebondir. Et c'est très, très intéressant. La question suivante, c'était comment ramener un adolescent qui s'est égaré, qui s'est éloigné de ses parents. Donc, par exemple, pour X ou Y raison, peut-être que c'est la faute des parents même, ou peut-être que c'est l'ado lui-même, mais qui s'est égaré de ses parents, enfin, éloigné. Égaré, éloigné. Ça veut dire quoi, égaré? Non, qui s'est éloigné. Éloigné de ses juste parents. éloigné de ses parents? Voilà, éloigné. Oh, il y a plein de raisons. Il y a plein de... Tu vois, tout à l'heure, l'adolescent qui dit à maman, ah, il a dit à son pote, ouais, iPhone 14 Pro Max. Et puis, il se retrouve avec un Oppo. Et ça l'a blessé, tu vois. En plus, avant qu'il vient, oh, mon chouchou, mon truc. Il dit, oh, maman, je suis grand maintenant et tout. Faut pas faire des trucs comme ça. Bah, des fois, en fait, comme je disais tout à l'heure, des fois, ce sont des actes qu'on va poser, l'atmosphère qui est à la maison, des fois, les interactions qui font que l'enfant, l'adolescent se rend compte qu'en fait, vas-y, je veux mon espace, je veux mon monde à moi. Les parents, chaque fois que je parle avec eux, c'est juste pour qu'ils me crient dessus. Franchement, en flemme, j'ai pas envie de les entendre. Et donc, naturellement, en fait, il y a un éloignement qui va se faire. Il y a un dialogue qui va se rompre à ce moment-là. Je pense que parler d'éloignement, parler d'un enfant qui s'est égaré, parce que des fois ça arrive, hein, ça peut arriver que bah, ouais, vous voyez que votre adolescent il commence à prendre des habitudes qui sont néfastes pour lui ou pour elle, que voilà, il y a parfois l'influence de l'extérieur qui joue, il y a l'exposition sur certains, enfin sur des réseaux ou sur d'autres supports qui font que bah ouais, vous sentez que votre enfant là, il est en train de tourner, ouais, il tourne un peu bizarre. Bah, c'est à vous en tant que parent d'y aller. C'est à vous soit de le faire asseoir, soit de lui changer de contexte, de prendre le paramètre et de comprendre en fait ce qui se passe. Cerner. Tu sais, je vais donner un cas de figure. Il y a un parent qui avait peur en fait pour sa fille parce qu'en fait elle passait énormément de temps sur son téléphone et il s'est dit mais en fait il y a tellement de prédateurs sur les réseaux. Il s'est dit mais enfin lui l'asseoir et lui dire fais attention il y a des prédateurs et c'est pas ce que c'est qu'un prédateur. J'ai peur qu'en lui disant ça qu'elle puisse se rendre compte, enfin tu vois maintenant ouvrir les yeux sur une réalité et d'un coup être trop curieuse et aller chercher par elle-même. Je sais pas quoi faire avec ça. Donc il a laissé. En fait il a fini par soupçonner en fait que sa fille était en relation en fait avait un dialogue avec un prédateur sur les réseaux et il s'est dit bon je vais créer un faux profil. Je vais créer un faux profil et je vais essayer moi-même en fait de me présenter à elle. En plus, je connais tous ses goûts, je sais ce qu'elle aime, donc ce sera trop facile. Il la chèbe comme never. Elle s'est retrouvée là, elle était là, elle discutait avec lui, elle sentait que non, vraiment, le gars et tout, il veut qu'on se voit et tout. Jusqu'au point, elle est sortie, il a dit, ouais, vas-y, je te donne rendez-vous là-bas, vas-y, viens, on se voit et tout. De toute façon, on se connaît pas. Tranquille, mais vas-y, viens, on se voit, tout ça. Elle s'est dit, vas-y, tranquille, je vais. Mais en fait, entraîné par le dialogue, elle s'est dit, bah vas-y, je vais le voir. Enfin, c'est un pote, quoi. On y va, tranquille. Sauf que lui, le père, en fait, il l'attendait. Il l'attendait, en fait, c'était un autre monsieur qui était complice, qui attendait la jeune fille avec sa petite casquette et tout, avec le petit camion à côté, pour être sûr de pouvoir la kidnapper, tu vois. Et le père était dans le camion. Et donc, et en fait, le père, il voit sa fille arriver, il se dit, mais non, mais elle va pas faire ça. Et si, elle l'a fait. Elle est allée, tu la vois tranquillement. En plus, apprêtée, il faut voir, elle s'était mis on flic et tout, hein, tout était en place. Je dis, mais oh! Donc en plus, elle y va tranquille, elle se présente. Et là, le gars, il dit, ouais, ça va, il commence à parler. Et d'un coup, le gars l'attrape, la saisit, en fait, et l'emmène dans le camion. Et là, elle commence à paniquer, elle commence à avoir peur. Elle se dit, mais elle réalise qu'elle est en train de se faire kidnapper, tu vois. Et elle commence à crier de partout, elle panique de fou. Et au final, elle se retrouve dans le camion, et là, c'est son père qui est en face d'elle.
Il dit, mais attends, tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte que là, enfin, quand je te dis de faire attention sur les réseaux sociaux, de faire attention à qui tu parles, etc. Et là, tu t'allais voir un inconnu. Là, tu as eu de la chance. Moi, j'étais dans ce camion. Parce que tout ça, c'était une mise en scène. C'est moi qui ai fait ça. Mais ça aurait pu être très bien la vie réelle. Et en l'espace d'une heure, tu disparais. Et j'aurais eu aucune trace. J'aurais eu aucune idée d'où tu es. Et la petite, bon, tu imagines bien qu'elle a été traumatisée par l'expérience. Bah oui. Mais oui, mais parfois, quand tu sens qu'un enfant, en fait, est en train réellement de se laisser appâter par des choses que tu voudrais pas, il y a des fois, il faut, je dirais pas mise en situation, parce qu'on va pas devenir un peu... non, c'est pas ça le but, mais il y a des jours où il faut le mettre face à la réalité de ces choses-là. Il faut le mettre face à la réalité de, ok, tes actions peuvent avoir des conséquences. Mhm. Il faut pas avoir peur de ça. Parce que crois-moi, toi tu te dis, mais non, mais c'est un enfant, c'est un bébé, il a 12 ans. 12 ans, il connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. Et donc, à un moment donné, c'est d'être honnête avec ça et dire, ok, bah, il va falloir que je lui montre en fait la réalité des choses. Parce que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bienveillant. Tu vis encore sous mon toit. Quand ta chambre est en désordre, des fois tu reviens, ta chambre elle est en ordre. Tes chaussettes sales, tu les laisses là, tu les as oubliées, demain elles sont propres. La nourriture qui arrive sur ta table, tu te demandes pas comment elle est venue. Donc il y a des choses, il y a des questions que tu te poses pas, il y a des paramètres que tu n'envisages pas, c'est normal. Parce que tu es mon enfant, je suis censé être responsable de toi. Mais à un moment donné, il faut savoir que tout ça, là, ce cadre-là, est soutenu par des choses. Et des fois, il y a des jours où il faut que je te montre ce que c'est. Juste être honnête avec les enfants. Ok. Être honnête, les responsabiliser. Alors, comment devenir ami avec ses enfants? Tu peux pas. Ah, intéressant. Tu peux pas devenir pote avec tes enfants. Mhm. Ah, je rigole. Je suis en train de briser des carrières. Mais non, c'est mon enfant. Je vais être un cœur. La complicité. Hey, écoute, ton enfant est un cœur à conquérir. Si ton enfant veut pas être pote avec toi, tu peux pas forcer. On force pas ça. Par contre, faut savoir que, en fait, ton adolescent, s'il se rend compte que tu n'as pas oublié ce que c'est qu'être un adolescent, déjà, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un minimum de dialogue avec lui. Tu verras que les moments où la complicité avec ton enfant, elle est à son high level, c'est quand ton enfant se rend compte que tu es encore plus fou que lui. T'es encore plus dingue que lui. Et là, l'enfant qui voit, parce que toi, tu es la figure qui éduque, tu vois, qui met le cadre, qui dit non, c'est pas ça. Et d'un coup, il voit que tu commences à partir en freestyle, son regard il s'illumine, il dit ah ouais, c'est ça qu'il me fallait. Parce qu'il se dit, mais en fait, il y a un truc qui se passe là. Ah ouais, en fait, elle est aussi ouf que moi, en fait. Juste le fait que l'enfant se rend compte que tu es un être humain comme tout le monde, tu n'es pas juste une machine à éduquer, à donner des ordres et des instructions, déjà, tu détends un peu plus les choses. Et ton enfant, c'est quand la dernière fois que ton enfant a vu que tu étais capable de jouer? Et là, tous les autres dedans. Oui, c'est quand la dernière fois que ton enfant a vu que tu t'oublies en tant que parent, là, tu redeviens l'adolescent prêt à jouer, t'es à fond. C'est quand la dernière fois que ton adolescent t'a vu comme ça? Si cette image-là remonte de trop longtemps, c'est compliqué. Tu vois, c'est très compliqué d'établir un lien et un dialogue parce qu'en fait, il se rend compte que cette partie de lui, parce que ça, c'est ce qu'il est. Lui, il n'a pas encore mis la case responsabilité dans sa tête. Donc pour le moment, c'est du fun, c'est de l'amusement, du divertissement, de free life. Tu vois, j'y vais, je suis en mode one life. La belle vie. C'est ça, best life. Sauf que quand il est comme ça et qu'il se rend compte que toi, en fait, tu t'es oublié là-dessus, tu es juste devenu une machine à responsabilité, une machine à cadre, rabat-joie de service. Dès qu'il y a un truc, toujours, ouais, mais tu sais, oh, mais amuse-toi, détends-toi un peu, souffle. Non, tu ne veux pas souffler, tu ne veux pas te détendre. Toujours à rabâcher la règle, toujours à ramener le truc à la raison. Bon, là, on s'amuse un peu, mais souviens-toi que, oh, détends-toi. Détends-toi. Tu sais, moi, il y a un truc qui me marque, qui m'a marqué dans toute ma vie, c'est que, ok, mon père était celui qui savait nous remettre sur le droit chemin, nous corriger vraiment. Mais il savait aussi, il y a des soirs comme ça, on sait tous que voilà, vous avez école le lendemain, allez, 22h, il faut que plus personne soit debout, on va tous se coucher. Et non, nous, on est là au salon jusqu'à 3h du matin en train de discuter avec lui.
Et là, il nous raconte des blagues, on casse des barres, on rigole comme pas possible. Et c'est ma mère qui vient et dit, oh, mais chérie, il est 3 heures du matin, tu le restes avec les enfants. Je dis, ah, on discute, c'est rien. Bizarrement, je vais aller m'endormir vers 5h, 6h. À 7h, je suis chaud pour aller en cours. Wow. Juste parce qu'on a rigolé avec papa, ça m'a rempli d'une énergie incroyable. Mais si tu n'es pas capable de faire ça avec tes enfants, c'est quoi la dernière fois que tu as fait ça avec tes enfants? Si tu n'es pas capable de prendre le temps, vous délirez ensemble, vous rigolez, vous jouez au jeu Monopoly, jeu de 6, les cartes, Uno contre Uno, vous allez au bowling, vous vous détendez. Vraiment, vous passez. C'est en pleine semaine. Hein. C'est en pleine semaine. Vous savez tous que vous allez à l'école demain, vous savez tous que vous allez au travail demain. Mais en fait, tu montres en fait à l'enfant qui est le tien que tu es ma priorité. Je passe du temps au travail. Tu te rends compte que tu passes 35 heures au travail par semaine? Tu vois ton enfant. Ici. 40. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Minimum. Tu te rends compte, et tu passes 40 heures par semaine, tu vois plus tes collègues que tes enfants. Et si tu ne montres pas tes enfants qui sont de priorité pour toi, tu n'as pas le temps pour eux, ils n'auront pas le temps pour toi non plus. Alors, c'est bête, hein, mais pendant la semaine, c'est bon, détends. Oui, il y a le film que vous aimez tous, allez le voir. Allez au cinéma. La séance, elle finit à 12h30. Tu sais que c'est trop tard. Tu sais que non, mais là, et toi, tu commences à avoir peur. Tu te dis, mais non, mais là, si je commence là, après, tu leur donnes ça, ils prennent tout ça. Et alors, t'es leurs parents. Tu es leurs parents. Ça ne va pas les tuer une fois dans la semaine ou une fois dans l'année. Et tu verras que très souvent, c'est ça leur meilleur souvenir. C'est vrai. La fois, on est parti en vacances et puis la voiture est tombée en panne. On a poussé comme des oufs. Il y avait un nuage de fumée. Les gens nous ont regardés comme des oufs. Mais c'est les meilleurs souvenirs. C'est vrai. Donc, n'oubliez pas ça. Et dernière chose, vos enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Ils copient ce que vous faites. Si tu dis à ton enfant, « Je veux que tu restes calme !» C'est un peu bizarre comme message. Tu es en train de lui hurler dessus, tu veux qu'il reste... Non, montre-lui l'exemple, montre-lui les choses. Et tu verras que très souvent, les enfants recopient ça. Je termine là-dessus en disant, j'ai eu mon jeune frère qui... mon père avait un blaze quand il était plus jeune. Je ne vais pas donner le blaze, parce que quand même... Mais mon père avait un blaze. Et il était connu par ça, tu vois. Je donne un truc fictif, hein, mais là, c'est pas vraiment ça son blaze, mais je donne pour qu'on ait le truc direct. Imaginons qu'on l'appelait Joe Pop, tu vois. Et Joe Pop et tout, il avait sa réputation, tout ce que tu veux. Et l'un de mes jeunes frères, donc le 5e, qui fait du basket, un jour, il s'est dit, vas-y, dédicace au daron, je vais mettre Joe Pop sur le blazer, tu vois. Et ce jour-là, il dit, ouais, papa, je veux que tu sois au match. Mais il insistait, papa, je veux que tu sois au match. Mon père dit, oh, le match aussi, viens au match. Ma mère, elle dit, va au match, mets ton 10 € d'essence, va au match. Il vient, il met son 10 € d'essence, il vient au match, et là, on appelle mon petit frère et tout. Ouais, là, là. Et là, mon père, il se rend compte qu'il y a son blason derrière. Mais il fallait voir. Là, on l'avait perdu. Le père qui était, tu sais, les darons, ils sont toujours assis. Là, tu vois, là, il était debout. Il était là, supporter et tout. Donc, ils imitent ce que vous faites. Quand vos enfants se rendent compte qu'ils arrivent à être un peu la réplique de ce que vous étiez plus jeune, des fois, il y a un petit sentiment de fierté, tu vois. Tu sais, c'est vous, mais tu sais, un peu 2.0. Tu vois, ils rajoutent un peu leur tout. Ça leur fait du bien. Donc, être ami avec ses enfants, c'est possible. Mais il ne faut pas arrêter d'être un enfant. Waouh. Ah oui. Quelqu'un veut rebondir, poser des questions? N'hésitez pas, hein. On est là pour discuter. Il ne faut pas me laisser tout seul. Oui, il ne faut pas le laisser parler tout seul. Posez des questions, intervenez. Ce qu'il dit, c'est vraiment important. Passer du temps avec les enfants, ça crée des souvenirs qu'on ne va jamais, jamais oublier. Alors, je vais voir si sur Internet, il y a une question par hasard. C'est possible d'être ami avec ses enfants. Et il n'y a rien de mieux, au fait. Bien sûr. Il n'y a rien de mieux que de kiffer avec ses parents. T'imagines, toi, tu es la maman, ok? Papa, il ne sait pas, mais tu as pris sa carte bleue, ok? Et puis tu fais quelques achats avec ta fille, tu vois? Et vous rentrez, tu dis, bon, là, tu laisses les sacs dans la voiture. Toi, tu rentres d'abord avec 1 ou 2 sacs parce qu'il y en a 17 des sacs, il ne faut pas le voir. Et au fur et à mesure, chaque jour après, on va faire des ajouts comme ça. Pour ça, il va croire que tous les jours, on est parti faire des achats. Mais en fait, on a fait la grosse course, tu vois. C'est genre de petite complicité. Alors, bon, j'avoue, ça c'est un peu... Hein, c'est discutable. Mais bizarrement,
tu verras que ce sera peut-être les meilleurs souvenirs dans la tête de ta fille. Quand elle pensera à toi, elle se dit non, non, ma mère c'était une ouf en vrai. Elle nous faisait des trucs de malade. Et bizarrement, c'est des fois des petits trucs comme ça que tu verras ta propre fille répliquer avec ses propres enfants. Un jour, oh mon Dieu, tu sais, les parents sont très stricts. Mets pas l'épée sur la table. Enlevez vos chaussures quand vous rentrez à la maison. Un soir, hiver, mon père n'est pas là. Il est parti en mission. On est resté qu'avec maman. Et là, c'était un soir d'hiver. Il a neigé comme pas possible et tout. Là, qu'elle est sortie, elle est partie faire des courses. Ses parents la voient rentrer avec une boule de neige grosse comme ça. Elle l'a posée au milieu du salon, jouer. Ah, bah oui. Et je crois que ce jour-là, dans ma tête, j'ai dit, mais la daronne, c'est une malade. Je dis, mais comment elle a pensé ça? Oui. Mais comme on a tellement kiffé, parce qu'en plus de ça, parce qu'on a joué, t'imagines bien, en plus la neige, ça finit par fondre, ça met de l'eau partout. Elle a nettoyé, hein. Mais elle a joué avec nous. Non, mais déjà, imagine la scène. Toi, tu vois ta mère rentrer avec une grosse boule de neige dans la maison, elle pose là, jouer. Tu vas devenir fou. Même si ton frère est en train de jouer à la play, il va laisser la play. Il va dire, attends, il y a un truc de malade qui se passe. Créer des petits événements comme ça à la maison. Créer des petites choses comme ça à la maison. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Créer ça parce qu'en fait, quand vous faites ça, vos enfants arrivent à vous voir davantage comme des êtres humains. N'oubliez pas que les enfants sont des machines à réfléchir, des machines à imaginer. Ils font des trucs, ils vont faire des bêtises, mais de manière prudente. Tu vois, ils vont et toujours élaborer, toujours un truc. Mais s'ils se rendent compte que vous avez perdu cette créativité-là, il y a une connexion qui se perd. Et puis vous-même, ça vous fera du bien. Tu vois, de temps en temps, de casser un peu le quotidien, de dire, bon allez, aujourd'hui, on fait ça différemment. Déjà, au début, ton enfant, il ne va pas te croire. Il dit, alors vraiment? Ouais, t'es sûr, hein? Ouais, il regarde en fait, il se dit, est-ce qu'elle va me taper, est-ce qu'elle va faire un truc, tu vois? C'est safe ou c'est pas safe? Mais si elle voit que non, t'inquiète, c'est feu vert, fonce. Mais là, tu vas voir, ton enfant, tu vas plus le reconnaître. Et tu verras que ton enfant, il va te revitaliser en fait. Parce que quand il va être entraîné dans cette énergie-là, et que tu te laisseras porter par cette énergie, que tu t'oublies un peu quelques secondes, tu verras que ça va te recharger. Mais ça va te recharger à bloc. À bloc. Je vous dis, vos enfants sont des centrales nucléaires et ils ont une énergie à profusion. Si vous êtes capable de les mettre dans le bon conditionnement et que vous vous exposez à leur énergie, ils vous rechargent. Ils vous rechargent. Combien de parents, je dis, pose la question, mais sur Internet, les parents là, combien d'entre vous dites, ah moi, ce qui me donne la force, c'est mes enfants. Je pose la question, est-ce que c'est vraiment vos enfants qui vous donnent la force ou c'est la responsabilité, l'obligation que vous avez vis-à-vis de vos enfants qui vous donne la force? Le truc de si vous vous négligez, la société va dire « Oh, quel mauvais parent !» tu vois. Est-ce que c'est vraiment les enfants qui vous donnent la force ou c'est juste le titre de parent vis-à-vis des enfants qui vous donne la force? Parce que le jour où ton enfant te dit « Ouais, franchement, maman, j'aime trop ce que tu fais, j'aime grave ta personnalité, c'est incroyable, franchement, j'aimerais bien te ressembler quand je serai maman. » Ça, par contre, hein, je peux t'assurer, même si 10 000 hommes viennent te draguer, ça ne fera pas le même effet. Ce que ton enfant vient de te dire là, c'est tu sens que c'est pur, c'est de l'eau fraîche, ça fait du bien. Vos enfants peuvent vous recharger à un niveau de fou. Alors ne les accablez pas, de peur qu'ils n'aient plus la force de vous renvoyer ça. Amen. C'est comme ça qu'on peut être ami avec ses enfants. J'ai dit, moi mon père, Seigneur, ça c'est parce que tu as connu papa dans des âges un peu avancés. Mais des fois, il faut les voir. Mon père, on est là et tout, il vient, je rentre de cours et tout, il me jette un truc. Moi, je dis, oh, comment ça? Je le rejette le truc. Parce que là, je sais que c'est permis, tu vois. Je le rejette le truc et là, il commence à me courser. Et là, on fait des fans de corps et tout. Mais là, il faut voir. Tu dis, tiens, Mais ça, c'est des trucs qui marquent. Ah oui. Je me souviens, on habitait dans un lotissement là, il y avait un petit terrain d'herbe là, il y avait plein de maisons autour. Et nous, tous les gamins, on sortait, il suffit qu'il y ait un qui sort avec une balle de foot, tu sais ce que c'est, voilà. Tout le monde finit par sortir. Et le truc de fou, on voit mon père qui sort, il a mis son short, ses petites baskets, tout ça. Il vient jouer avec nous. Mais ça nous a tous marqués. Et moi, tous mes potes étaient là, ouais, ton père, il est grave cool et tout. Je dis, attends, tu sais pas comment il nous tape aussi. Mais, non, mais il est grave cool et tout. Mais ça nous a tous marqués. Et mon père faisait souvent ça. Mais aucun père du quartier ne faisait ça. Aucun. Et tous mes potes aujourd'hui, les potes d'enfance, ils me disent, non, Fred, lui, son père, c'était incroyable. Et vous marquez tout le monde, en fait. Et vous-même, ça vous change du quotidien. Bon, vous avez moins d'endurance qu'avant. Tu vois, les poumons, on est un peu essoufflés, mais vous avez passé un bon moment.
Franchement, c'est gratuit. Wow. Ça ne vous coûtera rien. Mhm. C'est gratuit. Vos enfants préféreront que vous passiez du temps avec eux, du temps de qualité avec eux, plutôt que vous leur achetiez 10 000 trucs. S'ils devaient choisir entre les deux, hein, à moins vraiment qu'ils soient très éloignés de vous. Hein. S'il est très éloigné de vous, il dit vas-y, paye. Mais en vérité, ce que votre enfant préférait, c'est d'avoir une vraie connexion. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point avoir une relation avec son parent, c'est sécurisant. Et ce sentiment de sécurité fait baisser l'anxiété. Parce qu'en fait, ça nous permet de mieux appréhender notre environnement et de mieux prédire l'avenir. Et ça nous fait baisser l'anxiété. Ok. Oui, on peut applaudir. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, ce matin, tu as parlé aussi de l'investissement. Donc hier, on a plus parlé de... Voilà, tu as défini les termes. Et ce matin, tu as parlé plus d'investissement. Et ma question, c'est... Qu'est-ce que signifie donner pour récolter pour toi? Et pourquoi est-ce que c'est important, en particulier pour les adolescents? Donner pour récolter. Donc, on parle d'investissement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi et pourquoi c'est vraiment important pour les adolescents? Quand tu sèmes, quand tu donnes à ton enfant, volontairement ou malgré toi, tu ne le fais pas pour récolter en retour. Sinon, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. Tu vas à la banque pour faire ça. Ou tu crées une entreprise si tu veux avoir retour sur investissement. Des fois, tu as des parents, il faudra en parler demain, mais il y a des parents, ils disent non, j'ai plein d'enfants, c'est eux qui feront ma retraite. Tu vois, chacun va cotiser 10, 10, 10, c'est eux qui feront ma retraite. Tu sais que c'est très dangereux d'avoir un tel positionnement. Parce que si tes enfants commencent à flairer ça, c'est chaud. C'est très chaud. Alors certains enfants vont se dire non, c'est vrai quand même, tu vois, les parents, etc. et tout. Mais il y en a d'autres, ils ne voudront pas. Donc il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est que quand tu donnes à ton enfant, ne donne pas pour attendre qu'il te donne en retour. Donne-lui pour qu'il puisse être assez solide pour affronter le monde de demain. Donne-lui pour qu'il soit assez solide pour prendre ses propres décisions demain, pour être lui-même demain. Parce que si tu fais ça pour attendre en retour, ton enfant aussi peut te décevoir. S'il ne te donne pas comme toi, tu t'attends à ce qu'il te donne. Ah oui. J'ai entendu une phrase qui m'a marqué, qui disait, je le traduis, c'est en anglais mais je le traduis en français, qui disait, et c'était une femme qui parlait à d'autres femmes, elle disait, aime ton mari et éduque tes enfants. Fais pas l'inverse. Si tu cherches à éduquer ton mari et tes enfants, t'es aimant comme pas possible, t'es là, t'es en train de brouiller les pistes là, t'es en train de te créer en fait un cauchemar demain parce que ton mari, son éducation est déjà faite concrètement et t'es pas sa mère. Il t'a pas épousé pour avoir une maman à la maison. Mais justement, si tu prends le temps en fait d'aimer ton mari, de l'aimer de tout ton cœur et d'être présent pour lui et d'éduquer tes enfants, tu établis en fait un équilibre. Tu établis un équilibre et donc ton mari en fait, lui, tu peux être dans le don et dans la transaction parce que tu sais que lui c'est ton vis-à-vis, donc il est censé te rendre, tu vois, te donner aussi mutuellement, tu vois. Ton enfant c'est différent. Ton enfant va te donner, ce sera pas pareil, mais tu sais que lui il est fait pour, tu lui donnes pour qu'il grandisse et ensuite que lui donne à d'autres personnes. Parce que la Bible elle finit par dire que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc à un moment, il va pas rester là en fait. Donc il est censé partir à un moment. Tu vois ça aussi, il y a des parents ils le vivent très mal. Tu vois, quand l'enfant est câlin avec eux, ah laisse-moi, tu vas aller trouver une minette là-bas et puis tu vas me laisser ici. J'ai entendu ça trop de fois. Ah, oui, dès qu'il y a un garçon aux yeux beaux, là, tu vois, tu as pu me calculer ici. Non, pourquoi dire ça à l'enfant? Parce que du coup, la rupture ou même le départ de la maison sera vécu comme une trahison, un traumatisme. Faites en sorte que les choses se passent bien. Donc pour moi, je le vois vraiment de cette manière. Ok. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur YouTube de... Voilà, je vais Les amis, YouTube, ils sont plus actifs que vous. Les gars, posez des questions. Vous n'avez aucune question. Tout est clair, tout est net. Aucune préoccupation en tant qu'ado. Non? La vie est belle. Je te dis, tout peut être retenu contre eux. Y a pas... On ne va pas vous filmer. Alors, la question, c'est quelqu'un qui demande, je suis parent.
comment peut-on donner ce qu'on n'a pas reçu? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. C'est la première question. Et deuxième question, que pensez-vous des langages d'amour de Gary Chapman? Donc la première question. Comment Alors, donner, comment donner ce que qu'on tu n'a n'as pas pas reçu? reçu? Tout à l'heure, je disais aux parents, faites en sorte de guérir vous-même, de guérir. Soyez, soyez pour vous, enfin, soyez l'adulte que vous auriez aimé avoir auprès de vous quand vous étiez plus petit. Ça peut être une piste déjà. Mais apprenez-le en fait. Si tu n'as pas reçu en fait de l'affection, de l'amour, prends le temps de guérir et prends le temps de t'éduquer. Il n'est pas trop tard en fait pour t'éduquer, soit à être affectif, soit à être un peu plus rigoureux, soit à être un peu plus cultivé. Si par exemple tu te dis, moi j'aimerais que mes enfants puissent lire, mais moi j'aime pas les livres, parce que je sais que si, tu vois, on m'a dit que si les enfants lisent, ils seront très intelligents. Oui et non. Tu vois, oui et non. Il y a des gens qui ne lisent pas 10 000 livres par année et pourtant ils sont très intelligents. Parce que l'intelligence, ce n'est pas la connaissance. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, de réflexion, etc. La connaissance, c'est encore autre chose. Et en plus, tu peux lire plein de livres qui ne te serviront à rien aussi. Parce qu'il y a des milliards de livres. Enfin, il ne faut pas croire, il y a des millions de livres et il y a des livres qui ne vous serviront à rien. Là, par exemple, je sais pas moi, si je te donne un livre qui te renseigne sur les fourmis, ça va te servir à quoi? Et en plus, je t'impose, tu vas me faire un résumé de ce livre et après, tu vas l'étudier pendant 4 ans. Je t'aurais fait passer 4 ans sur un livre qui t'aura servi peut-être à rien. Si c'est pas ton domaine, en tout cas. Donc, le truc, c'est que euh, pour moi, si tu n'as pas reçu des choses, tu peux toujours apprendre à te les procurer, apprendre à guérir par rapport à ça, apprendre à établir en fait une base. Tu peux tout recommencer à zéro en fait, à tout moment dans ta vie, même quand les enfants sont déjà là, et tu peux rectifier le tir parfois. Et donc à ce moment-là, en fait, tu leads en fait par l'exemple. Et pour la question du livre des 5 langages de l'amour, je trouve, enfin, je ne vais pas donner mon avis en mode c'est nul, c'est bien, donc, pas forcément. Je dirais juste que ça reste un livre parmi tant d'autres qui vous donne en fait des pistes pour un peu mieux appréhender en fait la façon dont l'autre va fonctionner et mieux comprendre comment faire lien avec lui. Donc en soi, c'est pas mauvais, mais faut être prudent avec cette manière de catégoriser les choses. Dire à moi mon langage de l'amour c'est ça. Enfin, tu es un être humain, tu n'es pas un robot, donc enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et parfois, disons, peut-être que ton langage de l'amour a une forte tendance vers cette direction-là ou de cette manière. Ce sont des choses comme ça qui t'atteignent le plus. Mais ce livre-là, je le trouve, je pense qu'il est intéressant pour si on veut apprendre à comprendre l'autre qui est en face de nous et on veut essayer d'être plus présent dans les gestes d'amour, etc. Et donc, oui, ça peut être intéressant. Ok. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est un livre qui parle des 5 langages de l'amour et selon le livre, il y a les paroles valorisantes. Il y a des gens qui aiment bien être valorisés, c'est leur langage de l'amour. Il y a les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et comme il l'a bien dit, c'est bien plus complexe que ça. Donc, c'est pour nous aider, mais il y a plus que ça. Et donc, j'ai trouvé la réponse vraiment intéressante. Alors, il y a une autre question qui est venue sur YouTube encore. C'est que faire pour aider les ados qui manquent de confiance en eux et d'estime d'eux? On va me faire Vous spoiler ce posez que je des dois donner questions demain. complexes, hein? Non, j'aime bien. Bon courage, pasteur. Oh, merci. Alors, concernant la confiance en soi, en plus c'est un point que j'aurais voulu aborder, mais je vais y aller de manière un peu plus pratique. Je sais que quand on arrive dans l'adolescence, il y a une différenciation qui se fait pour les garçons et les filles. Je vais rester très binaire hein, dans ma façon d'exposer les choses, garçon-fille, pour rester le plus simple possible. Cette différenciation, il a été montré qu'en fait, que limite, j'ai plus le chiffre exact, mais on n'est pas loin des 4 filles sur 5 qui vont, à partir de la puberté, qui vont perdre l'intérêt sur les choses qui les passionnaient quand elles étaient encore enfants. Elles vont entrer dans une phase où elles sont dans un désintéressement, il y a beaucoup de choses qui changent en elles, beaucoup de bouleversements, ce qui fait qu'elles rentrent dans une phase où Et beaucoup d'entre elles perdent confiance en elles à ce moment-là. Elles sont remises en question à ce moment-là. Surtout quand tu vois, des fois c'est juste au niveau physique, tu vois que le corps de tes copines change,
Toi, le tien, il n'a pas encore changé. Du coup, tu te dis, ouais, je suis bizarre, je suis en retard. Des fois, ton corps, il a changé trop vite par rapport à celui de tes copines. Et tu le vois aussi par rapport aux garçons, la façon dont ils te regardent, ils se comportent avec toi. Il dit, mais ils ont quoi? Des fois, tu vois, même les tontons, ils se comportent bizarrement avec Ah toi. Tu te oui. dis, oh, mais à quoi? Ils sont gênants, hein. Mais oui, mais parce que, et parfois, il y a des gens qui vont même un peu trop loin dans leur façon d'être avec toi. Euh, euh, donc, cette différenciation qui se fait là, d'accord? Et donc, il peut y avoir parfois un manque de confiance en soi qui s'installe. Je dis parfois, c'est pas tout le temps. Pareil pour les garçons. Il peut y avoir ça aussi. Ils se rendent compte que bah ah ouais, là, on rentre dans une phase où il y a davantage de compétition, tu vois, davantage d'affrontements, davantage de comparaison. Tu es obligé de bomber un peu le torse, tu vois. Mais si c'est pas dans ta personnalité, tu essaies de le faire, mais tu n'es pas trop sûr. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Je pense deux choses. L'affirmation. Les parents ont un rôle à jouer là-dessus. Affirmez vos enfants. Affirmez ce qu'ils sont à vos yeux. Et n'ayez pas peur en fait de confronter la vie extérieure. Si vous dites mais non mais t'es intelligent. Ouais mais non mais tous mes potes ils disent que je suis bête. Je dis ouais mais pourquoi ils disent que t'es bête? Ben regarde j'ai fait ça. D'accord. Et tu prends le temps en fait d'aller dans le problème avec lui. Tu prends le temps d'aller dans la situation avec lui et de dire en fait non mais moi de mon point de vue je pense que oui bon là cette réaction c'était pas forcément la meilleure. Tu pourrais faire ça comme ça et tu lui donnes des armes et des stratégies pour si la situation se représente une deuxième fois il ait les armes en fait pour y aller. Mhm. C'est bête, hein. Mais confiance en soi. Je vais te donner l'exemple d'un sportif ou d'un musicien. Franchement, un sportif, il ne peut pas arriver à une compète et improviser les bons trucs. Il est obligé de s'entraîner, on est d'accord? C'est l'entraînement qui fait l'assurance du sportif, on est d'accord? Donc, dire à un sportif, non, mais lui, il manque de confiance en lui. Qu'est-ce que tu racontes? Il a répété tous ses gestes à l'entraînement. Il n'est pas dans l'idée de. Non, il s'est formaté quelque chose. Il a tellement répété ses gestes qui sont devenus réflexes que il n'a pas la place pour, tu vois, le manque de confiance. Le manque de confiance pourrait arriver s'il arrive et qu'il a donné son max et là il échoue. Tu sais, il est buté à une adversité, il y a un truc qui le dépasse. Il dit ah mince, mais qu'est-ce qui s'est passé pourtant? J'ai donné le maximum, j'étais à ma hauteur, j'étais à mon max et là boum, ça ne fonctionne pas. Ça peut arriver. Mais encore une fois, les parents ont un rôle à jouer. Comment gérer l'échec? Comment gérer le stress? Comment gérer le rejet des autres? Comment gérer la différence que l'on a en nous-mêmes par rapport aux autres? Tu vois, certains d'entre vous, c'est parce que, en plus là, là, il y a beaucoup qui sont issus de diaspora. Vous êtes dans un pays qui a majorité européenne, et du coup, vous avez une différence, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau du reste du physique, les cheveux, etc. Ça peut aussi poser, en fait, à un moment donné, de dire ouais, mais pourquoi mes cheveux ils sont pas lisses comme toutes mes copines, tu vois? Elles font ça bouge, moi, ça bouge pas. c'est c'est raide, tu vois. J'assume pas. Et du coup, pour être moins. Ou sinon, bah, je sais pas, tu vois, j'ai laissé mon afro et tout. On m'a dit que j'avais de la moquette sur les cheveux, je comprends pas et tout, nana. Ça blesse, ça fait mal, tu vois. Moi, je te dis, moi, en plus, là, avec ce que j'ai là, on m'a dit, mais toi, vraiment, c'est un buisson qui tient sur la tête. Ok? Aujourd'hui, j'en ris, tu vois. Mais on m'aurait dit ça quand j'avais 9 ans, ça m'aurait terrassé. Parce que ouais, mais moi, ouais, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas les cheveux lisses et tout. Après, moi, je vous dis, parce que ça m'est arrivé, hein, je vais vous donne un secret sur moi. Tu m'autorises? Ok. Je sais qu'en fait, à force de voir des représentations à la télévision où je vois des jeunes, des petits jeunes Européens avec leurs cheveux bien lisses, avec, tu vois, tu sens que, ah, limite, il a des beaux cheveux, il présente bien, tout ce que tu veux. J'ai été tenté par le défrisage. Tu vois ces cheveux-là? J'ai été tenté par le défrisage. J'ai été tellement tenté que je me suis défrisé les cheveux au point, limite, je les ai cramés, limite. C'était terrible, tu vois. Et pendant une longue période, tu vois. Et gloire à Dieu, Jésus a eu pitié de moi, il s'est dit, ah non, ah. Il n'y a pas de photo? Non, il y a pas, gloire à Dieu, il n'y a pas de photo. Gloire au Seigneur, il n'y a pas de photo. Il y a certaines photos actuellement, je suis. Hein, mais le truc, c'est que, en fait, pour moi, j'étais convaincu qu'en fait, être beau, c'était ça, en fait. Ça, il fallait correspondre à telle image, tu vois. J'étais adolescent, j'étais en train de me chercher. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fini par comprendre qu'en fait, non, je suis tel que je suis. Le contexte dans lequel je suis fait que, bah, on peut ne pas forcément me percevoir comme ça, tu vois. Euh, euh, mais la chose est que ce sont mes parents, en fait, qui vont m'aider à m'affirmer là-dedans, tu vois.
quand je vois mon père qui vient, qui me coupe les cheveux, dire ah, là c'est bien, là tu es bien, là tu es classe, là il y a quelque chose, tu vois. Ça aide. Tu dis non, mon père il dit que je suis beau, ta mère elle dit que tu es belle, tu vois. En plus moi j'ai une grâce exceptionnelle. Ma mère a été Miss de son pays, d'accord, en Miss Zaïre en 84. Elle a concouru à Miss Univers, tu vois. Elle est le niveau de ouf. Hein. Et On parle de Miss, hein. Pas ouais, de... non, vraiment Miss. Et le truc c'est que, enfin, c'est concrètement une belle femme. Moi je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, même aller vers mes 17-18 ans, je vous dirai pas mon âge. Non, mais je rigole, je m'en fous complètement, mais quand j'avais 17-18 ans, tu sais, quand 17-18 ans, tu commences à. T'es un peu plus sûr de toi, t'es un peu plus bonhomme et tout. Je me promenais avec elle, elle faisait tellement jeune que les gens pensaient que c'était ma go, tu vois. Ils pensaient que c'était. Oh Vraiment. là là. Non, mais je vous le dis, les gens, une fois, je suis même parti acheter un jean, je vais dans la cabine d'essayage pour me changer et tout, et le vendeur, il dit, mais madame, allez-y, c'est comme votre chéri, vous n'allez pas rester là dehors et tout. Ma mère, elle a rigolé, elle dit, mais le chéri, là, je l'ai accouché, non? Et il était tout gêné. Il y avait plusieurs. Et moi, ça me rendait fier. Parce que je savais que ma mère était magnifique. Elle est magnifique. Je dis, ma mère est belle. Il y avait pas de. Ce qui fait que des fois, même quand je voyais des fois des filles qui voulaient essayer, de poser leur CV, tu vois. Je regardais, je comparais. J'ai grandi avec une belle femme. Donc, voir une belle femme, c'est pas le truc qui allait me troubler. C'est ce que je pensais. C'était pas le truc qui allait me troubler. Non, jusqu'à ce que je vois ma femme, ça m'a troublé. Je dis, oh, mais je pensais que j'étais. Non, j'étais pas amusé. Et donc, le truc, c'est que ma mère qui me regarde, qui dit, non, tu es beau. Mon fils, tu es beau, tu es canon. En fait, à force que ma mère me dise ça, venant d'une belle femme, etc., je me suis dit, non, mais en fait, eh, elle dit pas ça parce que je sais ma mère, tu vois. Tu vois, elle-même, il y a du crédit, tu vois, elle est crédible, tu vois. Et du coup, elle me dit, non, t'es beau. Et ça, ça te donne de la force. Du coup, demain, aujourd'hui, je m'assume tel que je suis. J'ai pas peur, en fait, d'être comme je suis, d'avoir les cheveux que j'ai, d'avoir la couleur que j'ai, la taille que j'ai, ce que tu veux. Parce qu'en fait, on m'a construit comme ça aussi. Pour la question de confiance, les parents, vous avez un rôle particulier à jouer. Amen. Un rôle super important à jouer. Dans la Bible, le père, quand il est prêt à partir et qu'il lègue l'héritage, le rôle du père, c'est d'affirmer ses enfants dans leur identité. De dire, tu es mon fils, tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Que personne ne te dise autre chose. C'est ce que je te dis que tu es. Même Dieu le Père l'a fait avec Jésus. Quand Jésus reçoit le baptême, Dieu, il ouvre le ciel, il dit, les gars, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il le fait 2 fois même. Au moment du baptême, au moment de la transfiguration. Il ouvre le ciel. C'est trop. Il était trop fier de son fiston. Il fallait qu'il parle, tu vois. Il dit, yes, that's my boy. C'est à moi. C'est le mien. Tout ce cas, c'est lui. Il est là. Vous voulez savoir qui je suis? Écoutez-le. Parce qu'il est fier de lui. Et quand tu fais ça, le fils, en fait, même la fille, elle a un rattachement à sa source et ça donne de la force. La question de la confiance, je vous dis, pour moi, elle est très liée aux parents. Très, très liée aux parents. Voilà. Waouh. Merci beaucoup. On peut applaudir. Oui, une fois, mon père m'a dit « Waouh, tu es jolie !» Mais ce jour-là, j'ai cru que j'allais m'envoler. Toute la journée, j'étais bien. Papa m'a dit « Je suis belle ». Donc, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Tiens, une petite fille de 5 ans, son père qui dit « Waouh, t'es jolie. Oh, la robe que t'as mis, papa. Ça, c'est... La maman vient et fait un câlin à son mari et dit hey, « c'est mon papa. » Trouble pas, là, j'ai mon moment de gloire. C'est parce que tu te construis comme ça. Donc, c'est important. La parole des parents a un poids. C'est vrai, c'est vrai. Alors, l'heure avance, on arrive tout doucement vers la fin, mais il y a quelqu'un qui demande sur YouTube. Que faire pour aider une ado qui aimerait commencer à sortir avec des garçons, faire des expériences avec le sexe opposé? Jésus de Nazareth. Jésus. Et avec les garçons. Les garçons qui... voilà, filles ou garçons qui commencent à être intéressés par des relations amoureuses. Voilà. C'est gênant. Là, on parle des vraies choses. C'est gênant. Je compatis, mon gars, t'inquiète. Avoir des sentiments, avoir même une attirance pour garçon, fille, quoi, c'est naturel. D'accord? Il y a un traumatisme qui se passe dans nos familles, souvent, c'est...
Je ne vais pas te voir avec les garçons. Les garçons, c'est sale. Tu ne vas pas les voir. Toi, tu es une fille, tu ne veux pas rester avec les garçons. Toi, tu es une fille, tu ne veux pas rester avec les garçons. On ne t'expliquera jamais pourquoi. On te dira toujours, ne le fais pas. Et bizarrement, le jour où tu vas te marier, tu es gêné d'être avec ton mari. T'es pas bien. Il y a un truc en toi qui bloque. Tu dis, ah, tu vas te changer dans la salle de bain, tu fermes la porte. Tu dis, oh, tu vois, t'es gêné. Des fois, il y a des choses qu'on implante dans la tête de nos adolescents qui ne va pas toujours les aider. Pour moi, plutôt que de leur dire, c'est comme dire à quelqu'un que l'argent est mauvais. Tu vois, faut pas lui dire ça. Apprends-lui à gérer l'argent. Tu vas l'aider plutôt comme ça. Alors, écoute, je ne suis pas en train de dire aux parents, non, que ce soit officiel, je ne suis pas en train de dire aux parents de laisser le garçon ramener une fille chez lui tant qu'il est à la maison, ça va, hein? Non, j'ai pas dit ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que avoir des sentiments, avoir des pulsions, avoir du désir, c'est naturel, d'accord? Il n'y a rien de sale là-dedans, ok? La seule chose, c'est comment tu gères ça. C'est ça qui va définir le fait que ce soit sale ou non. Dans le sens où, si je m'amuse, ce gars étant marié, à essayer de copiner avec des filles, c'est sale. Je suis marié, je vais me perdre une fille, c'est sale. Si je suis célibataire, copiner avec des filles, c'est moins grave parce qu'il n'y a pas d'engagement, ça reste sale parce que je gère plusieurs dossiers à la fois. C'est très bizarre, tu vois. C'est pas très propre. Mais la chose, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Un adolescent qui veut tenter des expériences avec le sexe opposé ou peu importe, parle de ça avec lui. Ce sera une conversation hyper gênante. Mais quand je te dis gênant, il voudra disparaître, tellement que ce sera gênant. Mais si l'enfant, tu vois clairement que l'enfant, et s'il vous plaît, n'impose pas cette discussion à ton enfant s'il n'a pas encore ça dans la tête. S'il te plaît. Si tu vois qu'il n'est pas encore dans ces trucs-là, et que tu vois qu'il n'est pas... ça se détecte très vite. Hein. De toute façon, vous êtes parents, vous savez très bien, ça se détecte très vite. Mais si tu sens pas ce truc-là, tu n'es pas obligé d'aller mettre les pieds sur la table et dire voilà mon fils, il faut qu'on parle des choses importantes. C'est très gênant, surtout si c'est ta mère qui vient lui dire ça, c'est très gênant. Par contre, tu peux aller voir ton enfant si tu sens qu'en fait, ouais, il commence à avoir des attirances et que ces attirances peuvent le conduire à commettre des actes qu'il va regretter plus tard. Prends le temps d'en parler avec lui et explique-lui les choses. Je préfère que tu sois transparent avec ton enfant en lui disant écoute, le fait que tu aies des attirances, que tu aies des sentiments, etc., je le comprends. La seule chose, c'est que j'aimerais que tu puisses le gérer. Pourquoi? Parce que ça, là, c'est censé fonctionner dans le cadre, par exemple, du mariage. Tu vois, c'est censé fonctionner dans le cadre du mariage et c'est ça qui permet aussi c'est l'une des choses qui permet de construire une famille. Jouer avec ça à l'âge que tu as là, c'est plus destructeur qu'autre chose. Il me dit, tu sais pourquoi tu ne dois pas connaître J'ai dit ça un jour à mon petit frère, je dis, tu sais pourquoi tu ne dois pas connaître de filles à ton âge là? Il dit, non, déjà il était très gêné, frontalement comme ça, assis-toi. Mais je dis, en fait, parce qu'une fois que tu en auras connu une, tu vas vouloir en connaître une autre et tu vas pas vouloir t'arrêter. C'est comme le sucre. Tout ce qui donne du plaisir, en fait, va créer en fait un système de récompense rapide, ce qu'on appelle la dopamine. Il y a une hormone qui est là, qui est sécrétée. Et en fait, tu vas vouloir toujours plus, et sans jamais t'arrêter. Voilà pourquoi c'est important de ne pas commencer comme ça et de ne pas se lancer comme ça. Parce qu'en fait, déjà à ton âge, faut savoir que oui, tu es pubère et que voilà, ton corps commence à réagir. C'est pas parce que ton corps commence à réagir qu'il faut tout de suite y répondre. Il faut aussi apprendre à avoir la maîtrise de soi. Alors, je vous cache pas que c'est. J'espère que je suis pas, caricatural en disant ça. Peut-être que je me trompe. Vous me direz si je me trompe. Mais c'est un peu plus difficile à gérer pour les garçons que pour les filles. Je ne sais pas quelle force vous avez les filles et quelle maîtrise vous avez. En tout cas, Dieu vous a donné une force de sorte que vous ne partez pas dans tous les sens. À ce niveau-là, nous les gars, après ça peut s'expliquer même hormonalement. Ça peut s'expliquer hormonalement. Nous les gars, on a des pics de testostérone tous les jours, donc ça veut dire que notre tête, dès que les hormones commencent à s'emballer, ça part dans tous les sens. On pense à ça tout le temps, tous les jours, ça peut être très vite, surtout quand on est adolescent. Donc le truc c'est que
il faut que tu en parles en fait avec ton adolescent, que tu poses le sujet sur la table, que tu n'aies pas peur de le faire. Mais pas dans le sens où tu vas l'accuser, oui, je sais que tu fais ça, toi vraiment t'es un vicieux. Non, arrêtez ça. Tu vas pas l'aider en fait. Au contraire, il va voir que tu le mets sur un tribunal. C'est déjà gênant d'avoir cette conversation avec les parents. Et rends service, aide-le. Tu vois, tu vas pas. Voilà. Juste pose la conversation, parlez-en tranquillement pour dire ok, et que l'enfant en fait sache, ok, en fait ça peut avoir des conséquences. Et ces conséquences-là, en fait, elles peuvent clairement faire vriller une vie, en fait. Elles peuvent vraiment faire ce que malheureusement, boum, les choses prennent un cours et une direction que j'avais pas prévue. Ok? Mais encore une fois, je le répète, si ton adolescent commence à avoir ses premières pulsions, des choses comme ça, on a été programmé comme ça. On est né avec ça. D'accord? Dieu nous a créés avec ça. Donc ce n'est pas sale, ce n'est pas répugnant. Tu ne vas pas commencer à insulter ta fille parce qu'elle ressent ses envies. Non, c'est pas gentil. Toi-même, tu as des envies. Pourquoi tu vas insulter ta fille parce qu'elle a... Non, apprends-lui à gérer ses envies. Pareil avec ton garçon. Arrête de lui dire, non mais t'es un gros dégueulasse. Non, apprends-lui à gérer ça. Apprends-lui à gérer ça. Et je dis ça, que ce soit adolescent, même beaucoup plus âgé. Ce n'est pas parce que tu ressens, et notre société aussi a orienté les choses d'une certaine manière. On a créé en fait des filières qui sont dédiées au plaisir. Et quand je parle de plaisir, c'est pas uniquement le plaisir physique, ça peut être même tout ce qui est de la nourriture, etc. Et ça, c'était le patron de Mars qui disait ça à l'époque. Il disait que nous sommes l'industrie du plaisir. Nous sommes là pour offrir une expérience de plaisir aux gens. Tu manges un Mars, c'est pas nourrissant. C'est pas le truc qui va te nourrir, c'est pas le truc, mais c'est du sucre. Voilà. Mais c'est du plaisir, simplement. Sauf que quand tu vois ça, on a aussi appris aux gens, non mais quand vous avez une envie, il faut y répondre, vous êtes libre, allez-y. Quand tu as une envie, il faut y répondre, fais attention parce que tu peux devenir esclave de tes envies. Amen. Et c'est ça en fait que j'aimerais faire en sorte qu'on puisse intégrer, c'est que c'est pas parce que tu as envie qu'il faut nécessairement y aller. D'accord? Amen. Je vais donner bon, désolé pour l'image, elle n'est pas très poétique, mais imagine tu passes la journée, tu es dehors, tu es loin de chez toi, mais vraiment loin de chez toi, d'accord? Et tout d'un coup, tes intestins commencent à faire les chololos, tu vois, ils commencent à faire les trucs bizarres, ça commence à bizarrement, tu sens que à tout moment là, faut que j'aille aux toilettes. Genre t'as une diarrhée sévère qui vient, tu vois. Tu sens que J'ai une question à te poser. Parce que là, l'envie est pressante, on est d'accord? Oui. Tu vas faire sur toi? Non. Tu vas aux toilettes? Et si tu sais que des toilettes sont pas là avant un moment, tu vas faire sur toi? Non. Tu vas retenir. Charisme, tu vois. Oui, comportement, papa. Mais justement, si tu es capable de retenir ça, tu es capable de retenir aussi le désir. Wow. Tu es capable de retenir ça. Wow. Et c'est un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Je dis ça, c'est pas facile, hein. C'est très difficile. Mais plus tôt tu t'exerceras à ça, ce sera plus simple pour toi plus tard. Quand tu as 15 ans que tu apprends à te maîtriser, ce sera plus simple pour toi de te maîtriser à 30 ans. Que si tu n'as jamais fait ça il y a 30 ans, tu te dis non, en fait, pas avant le mariage. Comment ça, avant le mariage? Moi, j'ai jamais eu à faire. Ouais, mais c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que tu seras toujours clean, hein. Ça ne veut pas dire que tu seras toujours droit, que tu vas toujours. Mais au moins, tu es dans une démarche où tu apprends à te maîtriser. Et si tu apprends à la maîtrise de soi, ça va t'aider pour construire une vie dans la cohérence. Amen. Voilà tout. Ah oui, on peut applaudir. Waouh, c'est vraiment, vraiment intéressant et j'ai beaucoup aimé l'image. On est capable d'avoir la maîtrise de soi. Si on est capable de se retenir pour ça, c'est qu'on peut le faire aussi pour d'autres choses. Alors, il est déjà 14h34. Je vais demander une dernière fois si quelqu'un a une question, si quelqu'un veut rebondir. Oui. Alors, est-ce qu'on peut donner le micro? Ah, oui. Merci. Juste un petit conseil pour les familles où il n'y a pas papa, maman. Surtout s'il y a la maman et le paternel est absent. Quel est le conseil que tu peux donner pour des fois essayer de faire au mieux le rôle? C'est pas toujours facile, mais... Ce sera pas facile pour maman de jouer le rôle de papa, même si c'est possible hein, dans l'absolu, mais il y aura toujours une limite. Elle ne sera pas dans ta capacité à éduquer,
elle sera dans lui ce qu'il voit chez toi. Parce qu'en fait, à ses yeux, tu resteras sa mère, quoi qu'il arrive. Et donc, la chose est que il peut y avoir autour de toi, que ce soit dans le cercle familial ou amical, mais là, quand je parle amical, vraiment quelqu'un qui tu as vraiment confiance, qui peut jouer ce rôle de présence masculine. Parce que je veux vous assurer que ça reste important dans la vie d'un jeune garçon. Je vous dis ça, j'ai eu la chance de grandir avec un père à la maison, fidèle à sa femme, qui, voilà, je n'ai pas appris que non, il y avait des enfants dehors, ça n'a pas fait de cataclysmes et tout dans la famille. Donc mon père, pour le coup, est resté pour moi une figure, tu vois, sur cette ligne-là. En tout cas, c'est resté un exemple. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir un père à la maison, de grandir avec un père à la maison. Et la chose, c'est que ce que je conseille, c'est ça. C'est autour de vous, il y a peut-être des personnes, et c'est pas toujours à vous de le choisir, hein. Mais des fois, votre garçon va naturellement en fait se tourner vers quelqu'un. C'est pas le voir comme son père, mais tu vois, ça fait quand même un minimum, tu vois, de ouais, c'est quelqu'un avec qui je partage des choses, tu vois. Ça peut aider. Ça peut aider. Je dis ça même aux parents, en fait. Vous ne donnerez pas toute l'éducation à vos enfants, dans le sens où ils ne vont pas réceptionner tout. Des fois, vous allez dire des choses et ce sera quand une autre personne leur dira que ça fera tilt. Et donc, moi, j'appelle ça des partenaires d'éducation. Donc, choisissez bien vos partenaires d'éducation. Des influences extérieures auxquelles vos enfants sont exposés qui pourront faire le déclic. Moi, je vous dis ça, j'ai eu ce truc-là. Mon père est un homme très fervent dans la foi, dans la prière, etc. Mais c'est en rencontrant mon beau-frère que, chez moi, en tout cas, le déclic s'est fait. Pourtant, il me disait la même chose que mon père, hein, c'était la même chose. Mais je ne sais pas, c'est sorti de lui, ça a été, bizarrement, ça a été beaucoup plus simple. Et au fil de mon parcours, je me suis rendu compte que oui, je n'ai pas tout appris en fait, de mon père. Moi, je suis musicien, mon père n'est pas musicien. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont formé, qui sont venus me former, et ils ont joué un peu ce rôle-là, de mentor. Et ce rôle de mentor, parfois, tu peux le trouver auprès de certains potes. Des fois, tu peux le trouver au niveau du sport, tu peux le trouver un peu partout, à l'école, peu importe. Mais à un moment donné, tu peux avoir ces figures-là qui peuvent t'aider. Donc, ne pas désespérer ou ne pas perdre les pédales quand tu te rends compte que oui, mais c'est un garçon, je ne peux pas avoir toutes les conversations avec lui. Tu peux avoir toute conversation avec ton garçon. On peut avoir toutes les conversations, même si... Parce que dans l'absolu, tu restes le parent de cet enfant et l'enfant, il a besoin de recevoir de l'éducation. Et il a aussi besoin de savoir que tu n'es pas dépassé par ce qu'il est en train de vivre. Parce que si tu te rends compte que mon fils, là, il commence à avoir des poils sur le menton, ça veut dire que ça devient un homme. Et toi, si de base, tu as la peur des hommes, tu dis les hommes, c'est tous des barges un peu, tu dis lui aussi, ton fils n'est pas en train de devenir un loup-garou. Tu vois, c'est pas un loup-garou. Donc ça reste ton garçon, ça reste ton enfant. Donc quoi qu'il arrive, montre-lui que tu es présent. Montre-lui que tu respectes. Un garçon a besoin aussi parfois de son espace, de son intimité, mais montre-lui que tu es toujours présente pour lui. Montre-lui que tu es là et n'hésite pas en fait à être vigilante sur les hommes qui font partie de sa vie. Parce que les hommes qui font partie de sa vie, il y a de très grandes chances qu'ils, indirectement ou directement, aient une influence sur lui. Juste ça. Je pense que ça nous permet quand même d'avoir un minimum d'équilibre. Il y a quelqu'un qui a commenté « Très sage, homme de Dieu ». Merci. C'est vraiment des paroles de sagesse. C'est très gentil. Alors, une dernière question? Non? Ok, voilà. Nous arrivons donc à la fin de notre talk show. On peut encore applaudir. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Abraham. On a entendu des précieux conseils. Vraiment, je vais réécouter encore parce qu'un jour, j'aurai des adolescents. Il faudra que je sache gérer. Et c'est vraiment très, très important. C'est des paroles de sagesse. C'est vraiment des conseils. Est-ce que vous avez été bénis? Ah oui, hein? On va le réinviter encore et encore et encore. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Et pour la suite du programme, nous avons notre premier culte demain à 9h, de 9h à 11h. Et ensuite, le deuxième culte de midi à 14h. Le pasteur Abraham sera encore là avec nous. C'est lui qui va nous apporter la parole. Et je suis sûre qu'on sera encore bénis. Alors que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous à demain.